Et bah c'est coupé, on recommence tout. Bonjour à tous, bienvenue dans le hangar. Aujourd'hui on parle des moteurs. C'est parti. Oh putain. Non mais sérieusement, ils font un record du monde de qui cramera le plus de 100 LL sans décoller. Je disais donc que dans cette vidéo, on va séparer plusieurs types de moteurs. Les moteurs à piston, les moteurs à réaction, et enfin pour finir, on parlera des moteurs certifiés Anne Hidalgo. Fais plus de bruit, etc. Non mais là ils font exprès, là c'est pas possible. On va commencer par les moteurs à piston. Ceci est un message du gouvernement. Ouvre la fenêtre, ouvre la fenêtre. Je t'approche le micro et t'explique que cette vidéo n'est pas faite pour les gens qui veulent apprendre des choses intéressantes. Alors, pour ceux qui s'appellent sur YouTube PPL Jean-Kévin Edouard mon cul, ces vidéos sont pas là pour vous. Donc on va s'adresser plutôt à des gens qui n'en savent rien. On s'adresse pas à Jean PPL qui vient de passer sa qualif 500 heures de vol et qui va nous sortir des « Ah oui mais en fait non, l'important c'est pas ça, la succion c'est pas exactement… » Non, on s'en fout. On va séparer la grande famille des moteurs à piston en plusieurs types de moteurs. Ils sont au nombre de 4. On a les moteurs que vous trouvez dans vos voitures, alias le moteur en ligne, le moteur en V ou W, mais ça c'est une architecture qui se ressemble à peu près. Et enfin pour finir, le moteur Boxster, qui est un moteur avec les cylindres qui sont à plat. Le seul moteur qui va vraiment différer de l'automobile, ça va être le moteur en étoile. Le moteur en étoile, qu'est-ce que c'est? C'est un moteur développé en aviation, tout simplement parce qu'on a de la place en fait au niveau de l'avant de l'avion, qu'on peut y mettre du coup le moteur. Et qu'est-ce que c'est que ce moteur? En fait, c'est un moteur avec les pistons autour du vilebrequin en étoile, comme son nom l'indique finalement. Le point fort du moteur en étoile, ça va être sa robustesse. Le moteur en étoile casse peu, tout simplement parce qu'il est moins soumis aux pressions qu'un moteur normal, et oui. Par contre, c'est un moteur qui va avoir un grand défaut, c'est que ça consomme énormément et que l'entretien est littéralement horrible. On lui demande combien de temps il passe à entretenir son steerman? Trop longtemps. Trop longtemps, voilà, on est d'accord. Nous, on va plutôt parler des moteurs en V et Boxster, qui sont les moteurs les plus répandus sur les avions club. Tout simplement parce que vu qu'ils sont à plat, déjà pour entretenir un moteur Boxster ou en V, je vais pas vous le cacher que vu que les cylindres sont sur les côtés, c'est 100 fois plus facile. Et surtout, ils sont assez plats et ne prennent pas beaucoup de place. Je ne ferai pas l'erreur de vous expliquer comment fonctionne un moteur à explosion qui combustionne, parce que le vilebrequin a littéralement passé 2 ans à le faire. Donc c'est pas très utile. Par contre, ce que je vais vous expliquer et ce que Vilebrequin a à peine mentionné pendant une vidéo, c'est le carburateur. Les avions de tourisme étant souvent des avions des années 80-90 à 2000, on fait l'entretien tellement régulièrement que l'avion dure longtemps dans le temps. Et du coup, sur ces moteurs, on ne va pas retrouver de l'injection qui est arrivée finalement assez tard, hein, c'est dans les années 2000 l'injection. Non, on va retrouver un carburateur. Un carburateur c'est quoi? C'est juste une entrée d'air avec dedans un robinet et on va juste faire la mixture, donc ce qu'on appelle le mélange air-essence, c'est la mixture directement dans le flux d'air. Donc c'est comme si je prenais un petit robinet, que j'allumais un souffleur avant, un souffleur à feuilles par exemple, et que je venais juste mettre de l'eau devant le souffleur à feuilles. Le mélange air-eau que je vais créer, ça va s'appeler une mixture. Et bien là c'est pareil, sauf que à la place de l'eau, je mets du carburant et mon air vient directement s'engouffrer dans les prises d'air. Alors si tous les moteurs d'avion techniquement ce sont tous des merguez. Eh ben non, en fait le moteur d'avion n'est pas si mauvais que ça, tout simplement parce que le carburateur est mauvais car moins vous allez vite, moins finalement la pression qui va arriver dans les cylindres va être forte. Et donc sur votre Dodge Challenger qui roule à 50 km/h, c'est problématique. Par contre, sur un avion où la vitesse moyenne c'est 200 km/h comme sur un Cessna 152, là on a cette pression dans l'injection et c'est beaucoup moins grave. On est vite passé quand même à l'injection parce que c'est vrai que les carburateurs ça a aussi un grand avantage, c'est de cramer 23 litres à l'heure de fuel. Vraiment c'est directement juste on met des seaux d'eau dans le réservoir. Un moteur d'avion va avoir des contraintes très différentes de celui d'une voiture. Une voiture va rester plus ou moins droite toute sa vie alors qu'un avion lui va se mouvoir dans les 3 axes et faire des rotations sur ces 3 axes. Là, on va penser dans la 3e dimension et on va se dire qu'effectivement ce moteur peut prendre du roulis, ce moteur peut prendre du lacet, ce moteur peut prendre du tangage. Donc ça donne des moteurs assez complexes et bien réfléchis. Mais à part ça, finalement, c'est à peu près la même chose. Ici, un petit point carburant. Le carburant n'arrive pas comme par magie dans le moteur. Je pense que ça, tout le monde l'avait compris.
Mais déjà qu'en voiture c'est un beau bordel avec une pompe à carburant et des diurites, mais ça restait encore assez simple, en aviation c'est très différent. Pourquoi? Parce que l'avion va faire des mouvements beaucoup plus poussés qu'une voiture. Et donc le carburant doit être conditionné pour pouvoir descendre en toute situation dans les cylindres. On a généralement un tuyau qui se trouve en bas et qui aspire le sang LL ou jet à 1, bien sûr, selon vos envies irrépressibles de cramer du fuel. Mais il y a aussi en haut un trou qui s'appelle la mise à l'air libre du réservoir, qui permet à l'air de rentrer dans le réservoir et que le carburant puisse s'écouler normalement dans tout le système. Ce tuyau, si l'avion a une aile basse ou qu'il doit avoir de très hautes performances, est relié à une pompe qui vient aspirer le réservoir et le balancer dans ce qu'on appelle le système carburant, qui est relié au moteur. Bien sûr, avant d'arriver dans le moteur, on évite qu'il y ait des particules indésirables dans le carburant. Donc on le fait passer par plusieurs filtres tout au long du système carburant pour éviter qu'il n'y ait ne serait-ce qu'une toute petite impureté qui vienne dans le moteur, parce que je vous ferai remarquer qu'un moteur d'avion, ça coûte dans les 100 000 balles. Bon, et après tout ça, bon, vous connaissez la musique. Alors juste au cas où, faire ça au téléphone, pour qu'il y en ait pas qui me disent que ceci juste là, c'est le levier de vitesse. Alors non, il n'y a pas de boîte de vitesse sur un avion, ça c'est le mélange, donc c'est la manette de mélange. À côté, il y a la manette des gaz, et là il y a la réchauffe, mais ça on s'en branle. Donc ça c'est le mélange, c'est ce qui va faire en sorte que vous allez plus ou moins ouvrir le papillon du carburateur, et donc il y aurait plus ou moins d'essence ou d'air qui rentre. Donc non, ce n'est pas une boîte de vitesse. Donc on en aura fini avec les pistons. Techniquement, vous savez à peu près comment marche un moteur à piston d'avion. C'est quasiment la même chose qu'un moteur de voiture, juste quelques spécificités liées à l'aviation. Et voilà, on en a fini avec les pistons. On va pouvoir passer à la partie que je pense vous attendez tous, les moteurs à réaction. Ça va chier! Un moteur à réaction, finalement, c'est assez simple. Alors un moteur à réaction, qu'est-ce que c'est? Imaginez-vous juste un tube de métal auquel on a mis une hélice à l'avant, une hélice à l'arrière reliée par un axe, et on vient cramer on vient juste faire brûler du carburant sur cette hélice pour faire accélérer le moteur. Admission, compression, combustion, échappement. L'admission, c'est juste l'air qui va venir rentrer dans ce tube et passer dans 2-3 hélices pour juste être accéléré. La compression, ça va être juste le passage dans un endroit plus petit que soi. Combustion, donc les crameurs ou brûleurs qui vont venir chauffer flux d'air. Et le flux d'air chaud va sortir après par l'échappement plus vite qu'à l'entrée. Parce que flux d'air chaud plus accélération, il va avoir une vitesse de sortie beaucoup plus forte. Et après ça, si vous voulez sur un turbopropulseur, c'est-à-dire un avion à hélice, cette dernière hélice sera reliée à un arbre qui ira directement à l'hélice. Et sur un turboréacteur, pas besoin, juste on transfère le flux. Alors oui, ça vous rappelle rien les 4 temps. Entre admission, compression, combustion, échappement et injection, compression, combustion, échappement, il n'y a quasiment rien. C'est le même principe finalement, c'est juste que au lieu d'avoir ça dans un endroit très petit et fermé, on va faire ce cycle finalement d'un moteur normal dans un grand tube en métal où directement l'air viendra passer finalement et juste être accéléré. Alors dans Villebrequin, à un moment, quand ils ont testé l'hélicoptère, Sylvain nous a dit « On pensait que ça soufflait pour pousser. Oui. Alors pourquoi non Sylvain ?» Eh bien tout simplement parce qu'un turbopropulseur, ce n'est pas du tout le même diamètre qu'un turboréacteur. J'espère ne pas avoir mettre 2 photos au-dessus de ma tête pour expliquer pourquoi, parce que j'espère vraiment qu'on va pouvoir réussir à joindre le propriétaire du TBM 700 qui est sur l'aérodrome. C'est non. Un turbopropulseur est souvent à l'envers avec l'échappement vers l'avant et un tuyau qui se ressort vers l'arrière. Alors pourquoi ça finalement? Eh bien tout simplement pour une question de place et d'encombrement, et simplement que pour la sortie et finalement le passage vers l'hélice, c'est plus simple. Alors non, et dans tous les cas, ça n'aurait pas été possible parce qu'un turbopropulseur ne génère pas en fait assez de poussée à son échappement pour pouvoir avancer de lui-même sans hélice. Mais en plus, tout simplement parce que faire ça, ce serait juste chauffer tout l'échappement pour rien. Alors oui, comparer un turbopropulseur, un turboréacteur, c'est gigantesque. C'est comme comparer un ATR 42 avec un Boeing 737. Vous verrez la différence. En fait, le carburateur, ça apporte une sonorité un peu sympa.
Alors maintenant qu'on a fini l'explication du moteur à réaction de base, on va passer à la partie pour les pilotes qui ont quelque chose à compenser. Oui, je te vois, toi qui adore voir de la post-combustion. C'est parti, on passe dans la zone flamme. On peut comparer dans le game de l'aviation les avions de ligne et les avions de chasse à leur équivalent dans l'automobile, c'est-à-dire pour les avions de ligne un bus et pour les avions de chasse une Formule 1. Comme vous le savez, entre un bus et une Formule 1, ils gardent le même moteur, c'est-à-dire un moteur à explosion, mais ils n'auront quasiment rien à voir sur la fiche technique parce que certes ils ont le même moteur, mais leurs spécificités changent énormément. En aviation c'est pareil, entre un avion de chasse et un avion de ligne, ils vont avoir le même type de moteur, c'est-à-dire un moteur à réaction, et pourtant ils n'auront rien à voir. Parce que dans les années 80, après la découverte du moteur à réaction en 1944, les soviétiques et les américains se sont dit qu'il fallait trouver quelque chose pour aller plus vite, et ce quelque chose pour aller plus vite, c'était faire plus de flammes. Et bah oui, on n'a rien trouvé mieux. Quand on peut plus mettre plus de carburant, finalement plus de flammes directement dans le moteur grâce au crameur, et bah qu'est-ce qu'on fait? On en met après. Et c'est comme ça qu'est née la post-combustion, c'est-à-dire vraiment juste rajouter du carburant brûlé à l'arrière du moteur pour créer un sureffet de blast. En gros, quand les avions ont le feu au cul, ça veut dire qu'ils vont plus vite. Mais bon, les Américains se sont dit qu'à un moment, c'était pas assez marrant, il fallait cramer encore plus de jet à 1. C'est vrai que bon, à l'époque, le 100 LL n'était pas à 3 € le litre. Je mens. Non, mais non, je ne vais pas crier. Donc, les Américains se sont dit qu'il fallait développer un nouveau moteur sur base du moteur allemand de la Seconde Guerre mondiale qui équipait les V1 et les V2, le moteur fusée. Alors quand tout à l'heure je vous disais qu'un avion de ligne c'était un bus et un avion de chasse c'était à peu près une F1. Là l'avion fusée c'est Timmy le putain d'asthmatique bordel. Non sérieusement, un moteur fusée à l'endurance d'un P-Flamme. Alors c'est très efficace, oui, mais ça ne dure vraiment pas plus de 10 minutes, n'est-ce pas les joueurs War Thunder qui jouent ce connard de petit jet de merde là. On vient littéralement cramer un mélange entre de l'azote et un réactif qui s'appelle la quoi? En gros c'est un truc qui fait vraiment boom très fort et qui mélangé à l'azote va faire un blast impossible. Sauf que sur une fusée ça marche parce qu'une fusée ça fait quasiment 400 mètres de haut et ça a eu à peu près à usage unique. Sauf que mon avion, moi, allez, à tout casser il va faire 10 mètres de long. Allez peut-être au niveau du fuselage il fera peut-être pas plus de 2 mètres de large. Alors caser un réservoir de moteur fusée qui doit tenir toute la durée d'un vol, et je vous rappelle qu'un vol ça peut aller jusqu'à 6, 7, 8 heures ou même quasiment 12 heures de vol d'affilée. Alors il faut tenir ces 12 heures de vol et tenir ces 12 heures de vol quand on a littéralement un moteur qui crame du fuel à l'état pur, ça ne marche pas. Sérieusement, on retrouve ce système sur certains avions comme le Mirage 2000 qui a été équipé d'un système de décollage rapide. C'est à usage unique, c'est-à-dire que vraiment on a un réservoir qui est fait rien que pour ça, pour monter rapidement en altitude ou pour décoller plus rapidement. Ça existe. Après, de là en faire le moteur principal, non. Donc vous pensez bien que ces fêlés de chez Stuntworks, quand on leur a dit qu'ils n'allaient pas pouvoir utiliser le moteur fusée parce que c'était déjà une technologie dépassée et vraiment plus assez efficace, eh bien ils devaient trouver une nouvelle manière de s'amuser. Ils ont trouvé effectivement un nouveau moteur qui équipera leur nouvel avion commandé par l'armée américaine, le Blackbird. Le jeu de mon grand-père ne contient aucune carte impuissante, Kaiba. Cependant, il contient... Cliquez, bande de salopes! Oh, c'est pas possible! Anéantis-les! Passe, je la mets dans mon clic-clac, envoie-moi les messages! Tu joues uniquement pour pouvoir niquer mon cul, Kaiba. Alors attention, on entre dans une zone dangereuse. Pour tous ceux qui ne sont ni passionnés du Blackbird, qui n'ont ni fait spé physique et qui ne veulent pas se casser la tête, passez votre tour, passez à une autre vidéo, c'est le moment. Techniquement, sur le papier, ça ne marche pas. C'est un moteur qui ne peut pas marcher. Parce que le statoréacteur est juste constitué d'un tube avec une espèce de valve qui s'ouvre plus ou moins et qui laisse plus ou moins vite passer l'air. Et au milieu de cette valve, il y a un crameur qui vient cramer du carburant directement dans le fond du tube. Et c'est tout. Il n'y a pas de turbine, il n'y a pas d'hélice qui vient pousser l'air comme un moteur à réaction classique. C'est juste un lance-flamme qu'on a mis dans un tube et on s'est dit que ça allait faire un moteur à réaction. J'ai vraiment l'impression que c'est une réflexion d'un enfant en bas âge de dire si ça fait des flammes, c'est que ça avance. Sauf que le problème, c'est que ça marche. Alors le véritable défaut de ce moteur, c'est que c'est un moteur qui ne peut pas fonctionner
Alors, je disais, le véritable défaut de ce moteur, c'est que c'est un moteur qui ne peut pas fonctionner s'il n'a pas déjà un flux d'air rapide. C'est-à-dire que si vous ne volez pas quasiment à Mach 1, vous n'allez pas pouvoir démarrer ce moteur. Si vous ne volez pas quasiment à Mach 1, vous n'allez pas pouvoir démarrer ce moteur car le flux d'air à l'intérieur ne sera pas assez important pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait cette réaction qui crée une poussée. Donc c'est bien pratique quand on démarre un avion quasiment tout le temps à l'arrêt, d'avoir un moteur qui ne démarre pas si il n'y a pas du vent à quasiment 1200 km/h au niveau du sol. Sur le Blackbird, il y a deux moteurs techniquement. Il y a un moteur à réaction qui est utilisé juste pour aller du sol à assez haut et assez rapide pour pouvoir démarrer le statoréacteur. Et dès qu'on démarre le statoréacteur, le moteur classique lui s'arrête et c'est le statoréacteur qui prend le relais. Alors pour le visualiser comment marche un statoréacteur et comment on met en œuvre un statoréacteur, je vous conseille d'aller voir le début de Top Gun car le Dark Star qui a été également construit par Stuntworks, en tout cas qui fictivement est construit par Stuntworks, lui possède également un statoréacteur et a le même système que le Blackbird, donc un moteur à réaction qui prend le relais au niveau du sol et qui emmène assez haut pour pouvoir démarrer le statoréacteur. Alors là on arrive sur l'ouverture, comme en philosophie, on va ouvrir, là on ouvre vers le futur. Alors les moteurs de demain, parce que... Salut. Les moteurs de demain, parce que vous pensez bien qu'on va pas continuer à cramer du fuel à l'infini. Parce que c'est marrant 5 minutes, hein, mais avec le prix actuel du carburant, non. Donc il faut changer les moteurs, il faut que les moteurs évoluent. Et techniquement, dans peut-être 30-50 ans, et on n'aura plus les moteurs que nous avons aujourd'hui qui sont à l'énergie fossile. On se tourne vers des moteurs plus éco-responsables et c'est pour ça qu'Anne Hidalgo va adorer cette chronique. On se tourne vers des moteurs électriques qui sont en bonne voie et même Rolls-Royce, je crois, qui a sorti un moteur électrique sur d'abord un avion test et qui compte bientôt en commercialiser un sur des petits avions à hélice. C'est une bonne chose, surtout que l'électricité on la trouve partout. Alors que du 100 LL, de l'UL91 ou du Jetta 1, actuellement c'est la Hess d'en trouver et c'est cher. Le moteur électrique est sur tous les points meilleur, à part une seule chose, il faut des batteries. Et les batteries, ça pèse très lourd. Et encore en voiture, sur des camions ou en bateau, on peut se permettre d'avoir de grosses batteries. On peut se permettre d'avoir du poids en plus. Sur un avion, c'est vraiment la chasse au poids. Une autre technologie qui est à l'étude, c'est le moteur à hydrogène. Le moteur à hydrogène, c'est juste un moteur qui va venir, grâce à une pile à combustible, créer de l'électricité qui va la retranscrire à un moteur électrique pour faire marcher... faire tourner l'hélice. Donc en réalité en ce moment l'hydrogène c'est une solution d'avenir mais qui ne se concrétise pas aujourd'hui. Il faut encore réfléchir à des solutions alternatives pour pouvoir créer de l'hydrogène parce qu'actuellement on dépense plus d'énergie en créant de l'hydrogène que si on dépensait cette énergie directement dans ce que l'on veut faire. Concrètement, je mettrai moins d'essence pour faire tourner mon avion pendant 1 heure que créer assez d'hydrogène pour faire tourner mon avion pendant 1 heure. Parce que la création d'hydrogène est très compliquée, son transport l'est également. Vu que c'est une matière extrêmement explosive et qu'à l'état liquide, c'est extrêmement inflammable, l'hydrogène reste très dangereux. Alors est-ce que pour autant ça veut dire que c'est la fin définitive du 100 LL dans 10-20 ans? Non. Le 100 LL restera quand même un carburant extrêmement utilisé dans les petits clubs tout simplement parce que, comme je viens de le dire, les avions de club sont extrêmement bien entretenus et que donc ils peuvent durer des dizaines, des vingtaines, voire même des trentaines d'années. Tout simplement parce qu'ils restent en bon état toute leur vie. Ce n'est pas comme une voiture, on va la faire tourner, la réviser de temps en temps et juste la maintenir en état de rouler. Non, un avion est toujours à son meilleur état de vol et c'est ce qui va faire qu'ils vont rester dans les aéroclubs très longtemps. De plus, un avion actuellement, ça coûte entre 100 000 et 400 000 euros. Alors je ne vois pas la moitié des clubs de France remplacer leurs beaux avions en les mettant à la casse, voire en les vendant peut-être 50 000, 60 000 euros, juste pour remettre un avion électrique ou à hydrogène derrière. Ce n'est pas viable. En tout cas, j'espère avoir été clair pour que la compréhension générale de cet épisode soit assez claire. Posez vos questions en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre, quelles qu'elles soient, à part des questions qui ne sont pas liées à l'aéronautique. La prochaine vidéo, petit spoiler pour ceux qui restent, sera sur de l'histoire et on est très content de la faire. On vous dit à la prochaine dans le hangar. Allez, salut!